Mesdames, Messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier que je présente notre conférencier d'aujourd'hui, Jérémy Gedge, que je connais depuis très longtemps. En vérité, je l'ai même connu avant de le connaître. Je veux dire par là que je l'ai connu d'abord par ouï-dire. En des temps anciens, il était élève de classe préparatoire au lycée Masséna, dans ce qu'on appelle l'hypocagne et la cagne classique, et il avait pour professeur d'histoire mon épouse, qui me parlait de temps en temps d'un élève particulièrement, puisque les élèves de classe préparatoire ne sont pas encore des étudiants, ils le sont un peu quand même quand ils vont à la faculté des lettres, mais au lycée, ils restent des élèves. Et elle me disait qu'elle avait un élève particulièrement brillant et aussi sympathique que brillant. Et quand nous rencontrions des collègues, il était fort fréquent qu'eux aussi exprimassent la même opinion sur ce jeune homme. Et puis, ces 3 années de cagne étant révolues, il est arrivé à la faculté des lettres, et là, j'ai fait sa connaissance, et j'ai pu confirmer les jugements favorables que j'avais entendus à son endroit. Et comme souvent les anciens cagneux, il avait acquis une culture et une manière de travailler qui lui donnait bien souvent un avantage par rapport aux étudiants, pas tous, mais aux étudiants qui avaient fait un cursus strictement universitaire. Il m'a fait l'honneur de me demander de diriger sa thèse. En vérité, diriger, en ce qui le concerne, était un mot bien ambitieux, car il était bien capable de se diriger lui-même. Mais c'était une obligation administrative. Alors, je garde plutôt le souvenir d'entretiens que nous avons eus au cours de ces années de doctorat. Cette thèse fut soutenue. Jérémy a commencé sa carrière selon les étapes du cursus honorum, c'est-à-dire qu'il a été d'abord professeur dans le second degré, ce qui est un bon moyen pour les universitaires d'apprendre le métier. Et puis, il a été ensuite élu maître de conférence à la faculté des lettres de Nice, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Il va nous entretenir aujourd'hui d'un sujet très important qui sont les relations entre les Juifs de France et la République. Une histoire d'amour, mais vous savez que les amours sont quelquefois tumultueuses. Et c'est le cas car il y a eu des alternances d'ententes et de tempêtes. L'analyse de ce phénomène est d'autant plus compliquée que ni les Français, ni leurs concitoyens juifs ne forment des ensembles homogènes. Du côté des Français, bien sûr, depuis l'affaire Dreyfus au moins, la gauche est réputée philo-sémite. Il n'empêche qu'il y a des socialistes antisémites, Proudhon, Toussenel et d'autres. Je parle des temps anciens. Et également, les catholiques, les chrétiens sont réputés philo-sémites. Le pape Pie XI a dit « Nous, chrétiens », 1937, « nous, chrétiens, ne pouvons être antisémites, car spirituellement, nous sommes des sémites ». Ce qui est une évidence, évidemment, si l'on considère l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pourtant, il y a des chrétiens antisémites. De même, les Juifs ne sont pas un bloc homogène, comme se plaisent à le dire quelques-uns de leurs adversaires. Il y a des différences entre eux, culturelles, sociologiques, économiques, politiques. Donc, ce terrain complexe rend la navigation sur l'océan des relations entre les deux groupes particulièrement intéressant. Il est construit d'événements indubitables et de fantasmes, de moments d'amour et de moments de conflit. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la conférence que Jérémy Gedge va prononcer pour nous maintenant. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous cet après-midi et encore plus dans les conditions que vient de rappeler mon maître Ralph Shore. J'espère être à la hauteur de ce que lui et Eliane m'ont appris. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence sur ce sujet extrêmement complexe, actuel et brûlant. Et puis, j'aurai quelques mots particuliers, évidemment, pour le Centre universitaire méditerranéen qui m'est extrêmement cher. C'est pour moi une joie particulière de parler dans cet amphithéâtre récemment renommé. Donc je remercie très sincèrement Karine Marais et Catherine Kozanik pour leur confiance. Alors c'est un peu inhabituel pour moi de parler devant plusieurs de mes anciens enseignants, devant
mes étudiantes et étudiants que je salue, devant des amis, des collègues, et puis évidemment vous tous, public, qui me faites l'amitié de votre présence. Et donc, vous l'avez compris, je vais revenir sur cette histoire à grands traits, en essayant de poser quelques jalons de réflexion évidemment historique, mais aussi pour comprendre une situation dans laquelle nous sommes encore plongés. Et je crois que l'histoire peut nous permettre, non pas de dompter, je dirais, les difficultés que nous pouvons traverser, mais pour prendre du recul face à elles et faire, je crois, ce qui n'est pas si courant, progresser l'intelligence des choses, c'est-à-dire essayer de comprendre sur le long terme finalement ce qui arrive à notre société et peut-être même à notre monde en général. L'histoire des Juifs de France est une histoire bimillénaire au moins. Il y avait des Juifs en France quand la France ne s'appelait pas encore France. Et ils ont occupé son histoire, ils ont occupé sa mémoire dans une place à la fois centrale et périphérique. Les Juifs ont été centraux, oui, dans cette histoire de France, parce qu'on les retrouve presque toujours, soit comme des acteurs, soit comme des victimes, soit comme annonciateurs de bouleversements historiques. J'ai parlé récemment de baromètre, les concernant de baromètre de l'histoire de France. Et je dirais que les Juifs, on les croise dans tous les moments de l'histoire de France, et comme vous l'avez dit Ralph, des moments glorieux et des moments beaucoup plus sombres. En tout cas, les Juifs figurent déjà dans les grandes chroniques de France lancées par Saint Louis au XIIIe siècle, et depuis, ils apparaissent, mais parfois avec certaines éclipses. Certains ont parlé d'ailleurs d'une tache aveugle dans l'histoire de France, une expression sur laquelle nous pourrions revenir. En tout cas, ils apparaissent dans les récits de cette longue histoire que nous avons en partage, l'histoire de France. Mais en fait, et c'est avec ce moment que je commencerai tout à l'heure mon exposé, les Juifs ne sont entrés dans l'histoire de France, n'ont fusionné avec l'histoire de France que tardivement. À la fin du XVIIIe siècle, quand ils obtiennent, et il faut le rappeler, les premiers en Europe, l'émancipation. En d'autres termes, ils deviennent des citoyens de plein droit, ils deviennent des Français à part entière. Vous le savez, beaucoup de livres ont déjà été publiés sur ce sujet, d'innombrables, d'excellents. La documentation donc ne manque pas. Et moi-même, si je suis ici aujourd'hui parmi vous, c'est parce que j'ai publié récemment, dans un petit format, un que sais-je, sur l'histoire des Juifs de France, un format extrêmement contraint de 128 pages, dans lequel il m'a fallu opérer deux choix. Premier choix, d'abord, sélectionner l'essentiel, ce qui est extrêmement difficile parce que on a souvent l'impression que parfois même de petits événements sont fondamentaux pour comprendre l'histoire et la suite de certains phénomènes. Donc il fallait sélectionner et choisir un regard particulier pour justifier cette sélection. Donc j'ai opté, je dirais, pour une orientation, pour une direction triple pour écrire cette histoire. Tout d'abord, ne pas réduire l'histoire des Juifs à celle de l'antisémitisme, même si, évidemment, et très souvent, l'histoire des Juifs et l'histoire de l'antisémitisme se croisent et souvent se confondent. Je rappellerai ici la phrase qui ouvre le livre de Ralph Shore sur l'antisémitisme en France pendant les années 30, et puisque voilà, c'est une après-midi où on peut se livrer à quelques confessions, c'est le livre qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet quand je l'ai lu, justement quand j'étais étudiant de classe préparatoire. Et cette première phrase, je ne l'oublierai jamais, c'est la suivante. L'histoire de la communauté juive constitue une longue suite d'épreuves séparées par quelques courtes périodes de répit. Mais ces périodes de répit, je vais surtout insister sur elles aujourd'hui pour montrer aussi qu'il y a eu des moments éclatants, des moments magnifiques, des moments de symbiose
je ne vais pas dire entre les Juifs et la France, parce que les Juifs sont en France et sont aussi la France, mais disons un moment partagé entre leurs destinées. La deuxième direction que j'ai prise consistait à ne pas considérer les Juifs comme une catégorie séparée de l'histoire générale, comme s'il y avait la grande histoire et puis, de temps en temps, l'histoire des Juifs et l'histoire des minorités en général. J'ai voulu, au contraire, tresser les deux histoires dans un même récit. Enfin, la troisième direction que j'ai prise consiste à me demander, toutefois, eh bien, quand ces chemins, chemin de la France et chemin des Juifs, convergent, coïncident, et quand ils divergent aussi. Parce que c'est un peu ça, c'est une histoire qui ressemble un peu au mouvement des montagnes russes, et une histoire qui a même un aspect, et le terme que je vais employer n'est pas très historique, un aspect tragique par certains aspects, parce que c'est au moment, comme dans la tragédie grecque, où l'on croit qu'on a triomphé du mal et que l'avenir se révèle sous ses meilleurs auspices, que finalement parfois la catastrophe, et vous comprenez pourquoi j'emploie ce mot, la catastrophe arrive et remet toutes les certitudes en question. Je ne vais pas dire que l'histoire des Juifs de France depuis la fin du XVIIIe siècle n'est qu'une histoire justement de certitudes remises en question, mais c'est un peu le questionnement que je vais essayer d'avoir cet après-midi. Alors bien sûr, je ne vais pas résumer. J'ai dit que je n'avais que 128 pages. Là, c'est déjà très bien, 1 heure, mais en 1 heure, je ne peux pas tout vous dire. Donc, je ne vais pas essayer de tout vous dire, évidemment, mais de partir de 2 citations que j'ai exposées dans l'ouvrage qui me semblent refléter un petit peu ma démarche. Tout d'abord, une citation d'un écrivain que j'apprécie particulièrement, Albert Memmi, qui, en 1962, a écrit un livre qui s'appelle « Portrait d'un Juif », livre très connu et lu encore jusqu'à nos jours. Albert Memmi était un Juif de Tunisie qui a été bercé par la culture française. Très souvent, les Juifs arrivent parfaitement à naviguer entre plusieurs mondes, ou même être ce qu'on appelle des hommes de l'entre-deux, mais lui, Albert Memmi, n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas très bien à concilier à la fois sa judéité, d'ailleurs c'est lui qui a inventé le mot de judéité, sa judéité, son appartenance à la Tunisie et son appartenance à la culture et à la civilisation française. Et un jour que je lisais son journal, j'avais noté cette citation qui m'avait profondément marqué. Albert Memmi parlait d'André Gide, qu'il admirait beaucoup. Et il parlait notamment du fait que Maurice Barrès, vous savez, penseur et figure du nationalisme français, Maurice Barrès avait beaucoup attaqué André Gide parce que lui, Barrès, le Lorrain, ne voyait en André Gide qu'un protestant dont les parents venaient de régions différentes. Et Memmi se dit, Barrès attaque André Gide, mais jamais il ne dira que Gide n'est pas français. Mais moi, Memmi, on pourrait me le dire à chaque instant. Et donc il donne ce commentaire. Dans une certaine mesure, André Gide se sentait trop dispersé, hétérogène, et souffrait un peu de cela. Mais il ajoute, personne n'aurait pu nier que son destin et celui de la France ne coïncident. Et donc Memmi pose cette question. Avec quel pays, avec quel coin de la terre suis-je, moi, sûr de coïncider? Avec quelle culture, avec quelle aventure collective? Vous comprenez que c'est cette question de la coïncidence entre, justement, la France et sa minorité juive que je voudrais retracer. Et la deuxième citation nous vient d'un des plus grands historiens du judaïsme, Yosef Haïm Yerushalmi, qui a écrit, là encore peut-être un des plus grands livres sur l'histoire et la mémoire juive. Ce livre s'appelle Zachor, Histoire juive et mémoire juive, un livre qui a été traduit
en français en 1984, et Yerushalmi dit que la conception juive de l'histoire ne s'oriente jamais vers les causes, mais toujours vers les conséquences, toujours vers une fin. Et il écrit, non sans malice, « Hérodote pouvait être le père de l'histoire, mais le sens dans l'histoire fut l'invention des Juifs. » Alors là, vous me voyez venir. La question que je vais poser, c'est « Y a-t-il un sens de l'histoire pour les Juifs en France ?» Évidemment, cette question n'est pas suffisante parce qu'il suffirait de regarder les années de Vichy, peut-être aussi de regarder les années actuelles et récentes pour se convaincre du contraire. Mais justement, ce que je vais essayer de me demander cet après-midi, c'est s'il n'y a pas un autre sens que celui qui pourrait nous apparaître. Et pour cela, donc, je vais vous retracer cette histoire de haut et de bas, une histoire qui donne souvent le vertige et qui mêle, donc vous le comprenez, une approche interne et une approche générale à travers les rapports avec donc, la France et avec l'État en particulier. J'ai donné à cette conférence le titre de « Passion ». Pourquoi? Parce que parfois, toutes les histoires ne peuvent pas être cernées de manière rationnelle. Évidemment, je vais essayer, mais trop de passions, des passions parfois belles, glorieuses, qu'il convient de mettre en langage historique, et aussi des passions tristes, continuent, à mon sens, de brûler, et leur ombre marque beaucoup trop encore cette histoire qui, à mains égards, n'est pas une histoire apaisée. Il y a des étudiants ici dans la salle, donc définir les termes dans l'introduction, mais le temps ne me permet pas de le faire. Alors, je ne vais pas demander qu'est-ce qu'un juif, parce qu'il faudrait 10 ans de conférence pour y répondre, ou commencer déjà à entrevoir une réponse. Vous connaissez peut-être le proverbe selon lequel, si on demande à 2 juifs de définir ce qu'est un juif, ils donneront 3 réponses, et que s'ils doivent le matérialiser, ils construiront 2 synagogues, une où ils puissent y aller tous les 2, puis une autre où ils n'iront jamais, évidemment. Donc, c'est une affaire beaucoup trop compliquée, mais simplement, je dirais qu'ici, je considère les Juifs ceux qui se sont considérés comme tels et ceux qu'à un moment, le vent de l'histoire a aussi assigné à cette identité pour les raisons que vous connaissez. Je citerai ici une phrase du philosophe et rabbin André Neher qui dit que l'identité juive, évidemment, est une identité, une condition humaine, mais avec quelque chose qui est un peu plus compliqué. Alors, au terme de ces remarques très générales sur mon approche, je voudrais donc rappeler, non pas forcément les grands moments de cette histoire, mais prendre certains éléments et les mettre en lumière pour comprendre, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire des bonds quand il s'agit de l'histoire des Juifs de France. Évidemment, on pourrait dire l'émancipation, la Première Guerre mondiale, les années 30, puis Vichy, et puis ensuite, subitement, on passerait aux années 70. Au contraire, il faut une trame beaucoup plus fine pour comprendre aussi ce qu'ont été non pas des moments de creux, mais peut-être des moments de bonheur, des moments de tranquillité qui ont existé, sur lesquels on intervient souvent beaucoup moins. Alors, je commencerai par le XIXe siècle, que certains ont qualifié, c'est étrange quand il s'agit des Juifs, mais ça a pu exister, de siècle tranquille du judaïsme français. Alors, tranquille, évidemment, il faut nuancer cet adjectif, mais quand même un siècle qui a apporté beaucoup et qui ne fut pas, évidemment, aussi marqué par la douleur que pu l'être le XXe siècle. Je commencerai déjà par dire, je vous l'ai expliqué tout à l'heure en disant que c'est à la fin du XVIIIe siècle que les Juifs entrent dans l'histoire de France, je commencerai déjà par rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, des Juifs, ce sont 40 000 individus en France, divisés entre 3 grands groupes, ce qu'on appelle les Juifs portugais, de rite portugais, qui vivent dans le sud-ouest de la France et qui viennent de la péninsule ibérique. D'ailleurs, ils arrivent en France très souvent sous le titre de nouveaux chrétiens parce qu'ils se sont convertis, mais évidemment, ils ont continué à pratiquer leur religion dans leur pays et puis en arrivant en France. D'ailleurs, quand ils arrivent en France, on dit très clairement dans les textes, bon, ces nouveaux chrétiens, évidemment, sont juifs. Donc, ce sont des gens plutôt bien lotis dans l'ensemble, assez intégrés à la population locale. Ce sont des séfarades
qui déjà sont assez, je dirais, avancés dans la symbiose avec la vie culturelle locale, à tel point qu'un rabbin qui voyage, connu sous le nom de Chida, voyage dans le sud-ouest de la France, est parfaitement choqué du fait que beaucoup de règles ne sont plus appliquées déjà à cette époque. Et puis il y a dans le nord-est une communauté beaucoup plus nombreuse et tout à fait différente, celle qu'on va appeler les juifs allemands, les juifs ashkénazes, qui vivent essentiellement évidemment en Alsace, en Lorraine et au-delà, qui restaient eux très attachés à leur tradition et qui subissaient une haine de chaque instant, à la différence donc des juifs du sud-ouest qui vivaient plutôt en symbiose, mais évidemment pas parfaite, mais avec la population locale. Et puis il y avait les juifs, vous savez, des États du pape, du comtat venessin, encore marqués au XVIIIe siècle par une condition complètement archaïque. Ils sont encore marqués par des signes distinctifs, n'ont pas le droit d'étudier leurs textes, et donc ils vivent dans une condition, je dirais, qui va un petit peu à contresens de ce que vivent les autres juifs. Quant à Paris, il n'y a que quelques dizaines de juifs qui vivent, et encore, ils n'ont théoriquement pas le droit d'y vivre. Parce que, en cette fin de XVIIIe siècle, c'est encore l'édit d'expulsion de 1394 qui constitue la règle de référence quant à l'installation des Juifs en France. Un édit qui avait été pris par un roi appelé Charles VI, le Fou. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais en tout cas d'études. Mais on est à la fin du XVIIIe siècle encore régi par un édit d'expulsion. Ce qui signifie que les Juifs qui vivent en France ne peuvent le faire que suite à un accord, ce qu'on appelle des privilèges, mais vous conviendrez que ce ne sont pas tout à fait ce qu'on peut entendre sous le terme de privilèges, mais en tout cas des privilèges locaux qu'on a bien voulu leur accorder et qu'on pourrait tout à fait leur retirer. Donc ils ont le sentiment, ces Juifs, de vivre à contretemps de l'histoire. On parle là du siècle des Lumières, du siècle où on s'ouvre au monde, etc. Et eux sont toujours marqués par cette condition historique et par cette infériorité. D'ailleurs, soit dit en passant, les Lumières en France ont été bien peu philosémites, à l'exception de Montesquieu, et encore pour des raisons un petit peu ambiguës, et de Rousseau, qui fut sans doute le vrai philosémite parmi les penseurs des Lumières. Alors il y avait eu en Allemagne des Lumières juives, le courant qu'on appelle la Haskalah, qui avait repensé complètement la condition juive et qui commençait à pénétrer les cercles plutôt d'intellectuels en France. Mais donc, vous voyez que ces Juifs-là ont bien le sentiment d'être un peu, je dirais, une anomalie, ils le disent eux-mêmes, dans l'histoire. Ils n'avancent pas en même temps que l'histoire avance. Et c'est là qu'ils vont connaître l'émancipation. Un historien du nom de Jacob Toury dit qu'il y a 7 grandes phases dans ce qu'on appelle l'émancipation. Le rapprochement avec la population, l'adaptation, c'est-à-dire quand on abandonne déjà certains traits distinctifs pour mieux s'intégrer, comme on dirait aujourd'hui, le partage de la citoyenneté, qui est quand même un événement fondamental, l'identification, c'est-à-dire on est à la fois juif et à la fois membre de la communauté nationale ou locale à laquelle on appartient, l'intégration, la fusion et la dissolution. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on réfléchit bien au terme, si l'émancipation est suivie d'une intégration et que cette intégration est parfaite, il n'y a plus de raison qu'il y ait de traces de permanence d'une ethnicité ou même d'une identité. En France, ça ne s'est pas passé comme cela, ni au début, ni à la fin. En France, on a commencé par donner aux Juifs l'égalité juridique, c'est-à-dire la 3e phase, vous avez compris, dans le schéma de l'historien Toury. D'abord, on a donné aux Juifs l'émancipation. Mais attention, cette citoyenneté, elle a été arrachée par les Juifs. Et d'ailleurs, il y a, je prononçais le mot d'anomalie tout à l'heure, une autre anomalie totale, c'est que normalement, les Juifs auraient dû devenir des citoyens en 1789. Au moment de la Révolution française, il n'en est rien et ils ont un statut en fait qui n'existe pas. Ils ne sont ni français ni étrangers, parce qu'ils ne sont pas étrangers non plus.
Mais ils sont membres de ce qu'on appelait à l'époque les nations juives. Mais ils sont régis, je vous l'ai dit, par des privilèges. Or, tout cela, normalement, avait disparu en 1789, où on pense la nation, où on pense plus tard, d'ailleurs, la République. Donc, ils n'ont pas de place dans leur pays. Et donc, ils sont devenus citoyens, en réalité, au terme de très longs débats, avec une question, mais que faire des Juifs? C'est la question qui est posée. Que faire des Juifs? Et tout d'abord, se demander, pouvaient-ils, après la Révolution, exister encore en tant que Juifs? Voilà les questions qui se posent à la fin du XVIIIe siècle. Et là, vous connaissez tous cette célèbre phrase du comte de Clermont-Tonnerre, prononcée le 23 décembre 1789, « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. » Je serais tenté de dire que c'est là un aperçu de ce qu'on appellera plus tard la doctrine de l'assimilation, c'est-à-dire que c'est un processus qui se fait à échelle d'individus et non pas à l'échelle du groupe. En fait, ce que l'on veut, c'est régénérer les Juifs. C'est le grand mot de la Révolution, la régénération. On veut les régénérer, ce qui signifie qu'on veut les changer. Certes, avec beaucoup de bonnes intentions, mais on ne peut accepter qu'ils demeurent comme cela des membres, comme on disait, des nations, nous dirions-nous, des communautés. Et finalement, au terme de longs débats, avec le rôle très important de l'abbé Grégoire dans ces débats, on va finir par leur accorder, mais à la toute fin des travaux de l'Assemblée constituante, le 27 septembre 1791, l'égalité pleine et entière. Donc, chez les Juifs en France, l'égalité juridique, je serais tenté de dire, civique, précède l'émancipation culturelle. Ils deviennent français, ils deviennent citoyens, alors que beaucoup non seulement n'acceptent pas cela, mais ne peuvent même pas concevoir que des Juifs puissent être des citoyens. Donc ils vont commencer là une période extrêmement difficile. Période difficile, notamment au moment de l'Empire, et je ne vais pas développer parce qu'il y a beaucoup trop de travaux dessus, mais vous savez, Napoléon a eu des élans quand même tout à fait contradictoires à l'égard des Juifs. Lui, ce qu'il voulait, c'était organiser la nation. Et alors, bien sûr, il est assez admiratif des Juifs. Il dit, ce peuple qui pleure encore pour son temple après 2000 ans, voilà, qui force l'admiration. Quand pendant la campagne d'Italie, il va considérer que le ghetto est quelque chose de parfaitement anormal. Mais il a aussi des préjugés sur l'usure, d'autant que quand il passe en Alsace, beaucoup, et c'est vrai qu'il y avait du prêt à taux d'intérêt en Alsace, beaucoup se plaignent des Juifs. Bon, on n'aime jamais vraiment ses créanciers, donc vous voyez que tout cela se mêle pour engendrer une espèce d'élan contre les Juifs. Donc, Napoléon va ressusciter, lui qui aimait beaucoup l'Antiquité, une assemblée qui avait existé dans l'Israël antique, le Grand Sanhédrin. Et il va, en février 1807, le constituer exactement comme dans la tradition juive, c'est-à-dire avec 71 membres, des rabbins, des notables, et vous le savez, il va y avoir beaucoup de discussions. Napoléon va essayer de se documenter sur ce que sont les Juifs à cette époque. Et le 17 mars 1808, 3 décrets vont réorganiser le culte israélite, et parmi ces décrets, évidemment, il y a des choses qui sont appréciées et d'autres qui sèment l'effroi. Tout d'abord, un premier décret va créer les consistoires, donc consistoire central et consistoire locaux. Un consistoire local, c'était dès qu'il y avait 2000 habitants, 2000 juifs dans une région, dans un département, on créait un consistoire local, donc certains appartenaient à des consistoires partagés. Donc il les organise, on est bien là dans la parfaite tradition napoléonienne. Ensuite, il va vite organiser ce culte, je ne rentre pas dans le détail, mais le troisième décret, qu'on va qualifier de décret infâme, souvent oublié d'ailleurs dans beaucoup de, non plus aujourd'hui, mais pendant très longtemps dans beaucoup de biographies de Napoléon ou dans beaucoup d'histoires de cette époque-là, eh bien, troisième décret,
l'usure est punie, les Juifs ne peuvent plus faire tous les métiers, une partie de leur créance est annulée, et surtout, ils ne pourront pas s'établir dans les régions de leur choix, en particulier en Alsace. Et donc, ce troisième décret est accompagné quelques jours plus tard d'un autre, le décret donc de juillet 1808, sur l'état civil des Juifs. Là, les Juifs doivent s'enregistrer et ils ne pourront plus prendre de nom de famille et encore moins de prénom s'ils sont tirés de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc en fait, les Juifs sont reconnus comme un groupe par les consistoires, mais sont aussi niés en tant qu'individus et en tant que tenants d'une tradition, la tradition juive et la tradition de la Bible. Donc, il y a là un enseignement majeur pour les Juifs. Rien n'est jamais acquis. La citoyenneté qui avait été arrachée, qu'on pensait, je ne vais pas dire éternelle, mais en tout cas durable, on voit très bien que très vite, quelques années après, elle est non pas reprise, mais elle est modérée par un certain nombre d'idées. Alors aujourd'hui, je sais qu'il est de bon ton de dire que l'émancipation plutôt a été mauvais, je dirais, a eu de mauvais effets sur les Juifs parce qu'elles ont nié leur identité. Moi, je ne crois pas. Déjà, lisons la joie de ces Juifs de l'époque d'être considérés comme des égaux. Et puis surtout, observons que ces craintes, elles étaient réelles. La crainte de la disparition des Juifs n'ont pas été suivies d'effets. Donc, je crois que l'émancipation, eh bien, elle portait en elle l'égalité, et c'est quelque chose que les Juifs n'avaient pas souvent éprouvé, et on peut quand même remarquer que la France l'a fait bien avant d'autres pays, bien avant l'Italie même, qui était pourtant un pays où les Juifs pouvaient, selon les régions, vivre parfois bien mieux qu'en France, ou l'Allemagne, eh bien, c'est quand même la France qui l'a fait le premier. Alors là, je voudrais rappeler très brièvement que tout ne s'arrête pas là. On ne passe pas de 1808 à la Troisième République. Je voudrais rappeler quand même, très brièvement, le moment très important que fut la Restauration et la monarchie de Juillet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les monarchies constitutionnelles pour les Juifs. Parce que le décret infâme était pris pour 10 ans. Et donc, il fallait savoir si on le renouvelait ou pas en 1818. Et donc, les Juifs vont aller voir le roi Louis XVIII en lui disant que ce décret est donc infâme et est une entrave à l'égalité. Eh bien, Louis XVIII considère que c'est Louis XVI, c'est vrai puisque c'est signé de Louis XVI, qui a octroyé l'émancipation aux Juifs. Et donc les Juifs vont chanter les louanges de Louis XVI en disant c'est lui qui nous a émancipés. Et Louis XVIII dit voilà, vous serez de bons, alors on ne dit pas des citoyens évidemment, mais de bons sujets, fidèles. Et donc il y a une période extrêmement importante que je développe, mais je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail. Et donc le roi Louis XVIII va recevoir en audience le président du consistoire central en 1816. Il entend les arguments des Juifs. Et quel est cet argument? Je vous le lis. Nous ne demandons que le droit d'être traités comme les autres citoyens de l'État. Et Louis XVIII dit, eh bien, cela sera fait. Et en 1818, le décret infâme n'est pas prolongé, il est abrogé. Et là, effusion de joie dans toutes les synagogues où on va lire une pastorale, une lettre pastorale, justement en disant « Louis XVIII, père de tous les Français, nous a donné ce que nous attendions avec impatience, le terme de nos souffrances. » Vous voyez que cette période est importante et que je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et l'historienne Rita Hermont-Belot dit qu'il y a là pour les Juifs ce qu'elle appelle un processus de reconnaissance et d'égalisation par rattrapage. Les Juifs étaient égaux, mais pas tout à fait, et donc la Restauration va tout à fait prolonger cela. D'ailleurs, Charles X, qui succède à Louis XVIII, ça sera aussi très bien disposé à l'égard des Juifs, parce qu'il y a l'alliance du trône et de l'autel, et donc les Juifs sont considérés comme des gens extrêmement croyants, qui prient pour le royaume, et donc sont plutôt bien traités. La monarchie de Juillet, le régime de Louis-Philippe de 1830 à 1848, va aller encore plus loin parce que la charte de 1830 indique
que le catholicisme et la religion n'est non plus la religion d'État, mais la religion professée par la majorité des Français, ce qui est pour la première fois la reconnaissance des minorités. Et c'est là que le gouvernement va faire quelque chose d'extrêmement important, et je crois que ce n'est pas assez connu. La question, enfin, il va ouvrir le sujet du salariat des rabbins. Et il y a un débat dans les chambres, à la Chambre des députés, à la Chambre des pairs, et là, c'est passionnant à lire. On voit ce que l'on pense des Juifs, et là, on dit, mais les Juifs sont une minorité, évidemment, mais doivent être traités comme des Français, et donc leurs rabbins doivent être salariés, et c'est le décret du 8 février 1831 qui va expliciter les modalités d'application d'une loi qui a été votée le 4 décembre 1830 à une très large majorité, là encore, par un geste extrêmement précis, symbolique, pas seulement, mais symbolique pour beaucoup, eh bien, les Juifs entrent encore un petit peu plus dans cette histoire nationale, à tel point que le grand rabbin de Metz, le rabbin Lambert, dit « c'est le plus grand acte de justice qu'aient jamais obtenu les Hébreux depuis la destruction du deuxième temple ». Alors, il est permis de mettre un peu en doute cette affirmation, mais c'est pour vous montrer, comme disait Jean-Noël Jeannet, l'historien, une idée fausse est un fait vrai. Le fait que l'on puisse dire en 1831 le plus grand acte de joie pour les Hébreux est quand même quelque chose de tout à fait notable. Donc, ici, on commence à comprendre que l'intégration, enfin plutôt l'émancipation, est irréversible. C'est à ce moment-là que les choses se fixent, une quarantaine d'années après 1791. Elle est irréversible, et surtout, c'est là qu'on commence à voir que l'État est une chose importante et une chose qui a une continuité. C'est-à-dire que les rois peuvent changer, l'État est là. Et c'est là que vient aussi cet attachement, j'y reviendrai pour la Troisième République, des Juifs à l'État. Autre moment extrêmement important de cette période du XIXe siècle, le Second Empire. Le Second Empire a été peut-être le moment le plus philosémite du XIXe siècle, même si le terme de philosémite, bon, peut avoir des ambiguïtés, mais je l'emploie ici dans un sens simple. Je rappellerai ici une grande thèse, la thèse de David Cohen sur la promotion, regardez déjà le titre de cette thèse soutenue en 1980, la promotion des Juifs en France à l'époque du Second Empire. Et un historien que j'apprécie beaucoup et qui m'est cher, Pierre Guiral, expliquait dans la préface que le Second Empire a consacré et accéléré la promotion des Juifs dans la société française. Il dit « Le Second Empire fait plus que s'inscrire dans une tradition libérale, il la dépasse et il dit « Ce fut un temps heureux pour le judaïsme ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps heureux pour le judaïsme? C'est un temps calme. Napoléon III multiplie les signaux favorables envers les Juifs et l'impératrice aussi. Quand il voyage partout, y compris à Nice après 1860, il décore des notables juifs locaux en remarquant, d'ailleurs ils ne sont pas que des notables juifs, ils ont aussi des rôles dans la ville, il leur rend hommage et bien sûr, vous savez peut-être que c'est à cette époque que va être inaugurée une très grande synagogue à Marseille, la synagogue de la rue de Breteuil, qui va, vous savez, c'est ce qu'on appelle ces synagogues cathédrales, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir ici une présence urbaine qui va montrer justement ce que peut être finalement l'émancipation quand elle est eh bien, appliquée et vue par tous. Alors, vous avez des Juifs qui vont entrer dans l'administration, dans l'armée, dans la magistrature, dans le monde de la banque, ils sont très proches de l'empereur. Les Rothschild, les Fould, les Pereire, les Altaras. Pensons aussi à Moïse Millot qui avait été le fondateur d'un journal extrêmement important, le Petit Journal, en 1863. Rappelons aussi que le ministre de l'Instruction, Victor Duruy, avait nommé en 1864 Salomon Minc en remplacement d'Ernest Renan. Vous savez, Ernest Renan avait eu des problèmes parce qu'il avait proposé une approche scientifique et rationnelle de Jésus. Et donc, il a été remplacé par Salomon Minc. Néanmoins, tout cela est imparfait. Par exemple, il n'y a pas eu de ministre juif. Le seul ministre, on croyait qu'il était juif, mais en fait, il était converti au protestantisme. Il n'y a pas eu de préfet, il n'y a pas eu de général, il n'y a pas eu de sénateur,
Et David Cohen l'explique par le fait que Napoléon III lui-même était parfaitement disposé à le faire, mais il pensait que les Français n'étaient pas encore prêts, parce qu'à cette époque, il suffit d'ouvrir certains romans, eh bien, les opinions n'avaient pas toujours évolué. Donc, on entre dans l'émancipation, mais pas tout à fait dans la normalité, pas tout à fait dans l'égalité culturelle et sociale. L'égalité politique et civique, oui, l'égalité culturelle et sociale, pas encore tout à fait. Et c'est là que va apparaître un terme que vous connaissez tous, le terme d'israélite, qui ne date pas de la Troisième République, mais de bien avant. Qu'est-ce que c'est qu'un israélite? C'est quelqu'un qui considère qu'il n'appartient pas nécessairement, qu'il n'appartient pas à un peuple juif, mais qu'il appartient à une confession religieuse que l'on doit appeler par son nom ancien d'israélite. D'ailleurs, il y avait en 1828, vous voyez, c'est très tôt, un ouvrage qui s'appelait « Résumé de l'histoire des Juifs » de Léon Halévy, où il disait « Français de patrie et d'institution, il faut que tous le deviennent aussi de mœurs et de langage. Il faut, en un mot, que pour eux le nom de Juif devienne l'accessoire et le nom de Français le principal. » Et ça va créer beaucoup de divisions chez les Juifs. Certains disent « Nous pouvons parfaitement être pleinement israélites et pleinement français », et d'autres disent non, qui trop embrasse mal étreint, il faut choisir, et donc il faut en tout cas hiérarchiser ces choses-là. En tout cas, le judaïsme s'organise. En 1829, l'école rabbinique est créée à Metz pour former religieusement en introduisant l'enseignement profane. Voilà, vous voyez, c'est aussi une forme d'intégration. Et cette école sera transférée à Paris en 1859, et elle deviendra le séminaire israélite. Là, on va avoir aussi une période d'hésitation. Vous savez, beaucoup de sociologues, c'est discutable, mais soutiennent l'idée que quand les Juifs sont tranquilles, ce qui n'apparaît, ce n'est pas fréquent, mais ça existe quand même, quand ils ne sont pas persécutés ou quand ils ne sont pas soumis à de grandes contrariétés politiques, eh bien, ils commencent à se diviser et à vouloir des réformes ou à s'opposer sur un certain nombre de choses. C'est tout à fait le cas depuis la monarchie de Juillet, où il y a des tendances internes qui commencent à s'affronter, notamment à une certaine époque, il y a des conversions extrêmement nombreuses de Juifs au catholicisme et aussi au protestantisme, ils considèrent que finalement, si on doit aller jusqu'au bout du processus, pourquoi rester juif? D'autres, au contraire, vont être des gardiens de la tradition. Et au milieu, vous avez des réformistes qui vont dire, alors abandonnons la circoncision, transférons le Shabbat du samedi au dimanche, parce que comme ça, tout le monde, voilà, ce sera comme l'ensemble des Français, introduisons les orgues pendant les offices, et en fait, ces divisions, elles vont durer dans les années 1850, 1860, et elles seront extrêmement nombreuses. Et finalement, elles ne s'arrêteront qu'au moment de l'affaire Dreyfus, où là, il s'agit de se rassembler avec quand même la création d'abord d'un mouvement libéral, puis à la fin du XIXe siècle, de l'Union libérale israélite. Et là, nous arrivons au grand moment, mais qui fut aussi le moment du plus grand désespoir, la Troisième République. La Troisième République, c'est peut-être le sommet des noces entre les Juifs et la France. Et c'est aussi la catastrophe finale de 1940 et de ce qui a suivi. En fait, à cette époque, le juif était toujours considéré comme un autre, comme différent, mais un autre pas très lointain, un autre assez proche. Et cela gênait beaucoup de gens. L'autre très lointain, il est marqué par une altérité souvent qui est infranchissable. Mais l'autre proche, on ne sait pas quoi en faire. Est-il comme nous? Est-il différent? Et ça, c'est vraiment la grande question qui va se poser pendant la Troisième République. En fait, les Juifs vont être, pendant toute la Troisième République, au cœur de ce qu'on a appelé, l'historien Michel Vinocq notamment, les fièvres hexagonales et les guerres franco-françaises. C'est-à-dire qu'ils vont être toujours au milieu de questions extrêmement vastes, extrêmement larges, qui remontent au moins à la Révolution. L'affaire Dreyfus, pour eux, est un nouveau moment de désillusion, alors que quelques années avant, là encore, ils pensaient que voilà, c'était ce qu'on appelait l'israélitisme qui l'avait emporté. Ils allaient définitivement devenir des Français et plus personne ne les persécuterait.
L'affaire Dreyfus, donc, est extrêmement douloureuse pour eux. Un historien allemand, l'historien Peter Pulzer, souligne qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme français est parvenu à un degré d'intensité si élevé qu'on ne peut rien trouver de semblable en Allemagne avant 1933. Il est extrêmement puissant, cet antisémitisme, une haine, mais une haine qui a toujours trouvé des contradicteurs, des juifs, mais aussi tous ceux qui ont été meurtris de ce qui pouvait se passer dès qu'il s'agissait des juifs. Alors, la Troisième République, c'est quelque chose d'inédit. Pierre Birnbaum, dans un très beau livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Les fous de la République », a compté qu'il y a, au tout début, déjà avant 14, après n'en parlons même pas, 22 juifs députés, sénateurs et ministres, 31 donc après 14 jusqu'en 40, 25 généraux, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas jusqu'alors, 34 magistrats, 42 préfets, l'université leur ouvre ses portes, et là apparaît ce qu'on va appeler l'alliance verticale. C'est-à-dire que les Juifs vont devenir désormais fidèles à l'État avant toute chose. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les Juifs doivent servir l'État parce que l'État demeure, comme je vous le disais tout à l'heure, alors que les peuples, eux, peuvent avoir des humeurs qui varient. Et de là, on l'avait déjà vu un petit peu avant, de là, il va y avoir un attachement non seulement à la France qui existait déjà, mais à la République qui va se sceller à ce moment et qui n'avait pas qui n'avait pas fonctionné sous la Deuxième République pour des raisons que je n'évoque pas ici. Même des gens qui n'ont pas toujours écrit des lignes bienveillantes sur les Juifs, par exemple Léon Bloy, dans Le sang du pauvre, écrit cette chose, il dit « Les larmes juives sont les plus lourdes, elles ont le poids de beaucoup de siècles. » Donc, pour les Juifs, l'affaire Dreyfus, ça va être la mise à l'épreuve de ce qu'ils sont, de leur identité et de leur assimilation. C'est à ce moment que commence à se poser aussi la présence du sionisme, tout doucement. Alors, vous savez, on dit souvent que Theodor Herzl, qui était correspondant, vous le savez, de la Neue Freie Presse à Paris et qui avait assisté à la dégradation de Dreyfus, se dit à ce moment-là, les Juifs ne seront jamais à l'abri dans aucun pays. Alors, c'est exact, mais il avait quand même déjà commencé à s'intéresser à cette question un peu avant, donc tout ne démarre pas de Paris non plus comme on a pu l'écrire. Déjà, il y a beaucoup de penseurs sionistes avant, mais c'est vrai que Herzl va écrire ce grand livre avec cette idée de l'affaire Dreyfus en tête, l'état des Juifs et non pas l'état juif comme on le lit souvent. Alors pour lui, la question juive, c'est ce qu'il appelle un morceau de Moyen-Âge égaré en notre temps. Et bon, il y a ensuite les premiers congressionnistes, etc. Et on considère que la France n'est pas une terre de mission, si j'ose dire, parce que les Français sont trop bien en France. D'ailleurs, Theodor Herzl va rencontrer le rabbin Zadok Khan et son gendre Julien Weil et beaucoup de dignitaires juifs. Et dans son journal, il dit « Les Juifs français sont hostiles à notre projet. Je ne m'attendais pas à autre chose. Leur situation ici est trop bonne pour qu'ils envisagent un changement. » Hannah Arendt, que nous connaissons peut-être pour d'autres sujets, disait que l'affaire Dreyfus, pour les Juifs, c'était une répétition générale du nazisme. Elle a dit, voilà, les Juifs français ont été mieux préparés à ce qui s'est passé dans les années 30 parce qu'ils avaient vécu l'affaire Dreyfus. Et puis, après l'affaire Dreyfus, dont il ne faut pas oublier qu'elle est quand même la victoire à la fin de la République, une victoire douloureuse, mais une victoire quand même, eh bien les Juifs, là, vont pouvoir avoir un moment de tranquillité, c'est celui de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est très paradoxal ce que je suis en train de dire. Ils vont se battre, plus de 7500 Juifs, dont 2400 d'Algérie et 1600 volontaires vont payer de leur vie, mais en fait, ils considèrent que c'est le moment où ils vont faire la preuve, par le sang, qu'ils sont français. Et même Maurice Barrès, qui avait dit quand même pendant l'affaire Dreyfus, de ce que Dreyfus a trahi, je le déduis de sa race, va dire que les Juifs sont entrés de plein pied dans ce qu'il appelle les diverses familles spirituelles de la France. Évidemment, le calme relatif des années 20 va trancher avec les années 30 extrêmement douloureuses parce qu'une vague inédite d'antisémitisme déferle sur la France avec tous les anciens thèmes, le bolchevisme, le judéo-bolchevisme, le juif capitaliste, mais aussi
ne l'oublions pas, le nouveau thème aussi, pas tout à fait nouveau, mais complotiste. Je rappelle que les protocoles des sages de Sion ont été traduits en France en 1920. Eh bien, l'Allemagne va se livrer à une propagande extrême en France pour justement que les Juifs et que la République, donc à travers eux, soient déstabilisés. Et on sait très bien les efforts financiers et humains qui ont été fournis, notamment en Alsace, mais aussi en Algérie et au Maroc, pour que justement l'antisémitisme fasse rage. On dit même que des gens qui n'avaient jamais été antisémites, à la faveur de la crise, ou en tout cas qui n'avaient que de vagues préjugés, sont passés de ce qu'on appelle des antisémites circonstanciels, c'est ce que disent les sociologues, à des antisémites actifs, si j'ose dire. Donc là, on a une période extrêmement difficile où on va accuser les Juifs finalement de vouloir la guerre avec l'Allemagne. Pourquoi? Pour aller sauver leurs frères juifs. C'est à cette époque que sort un livre, La guerre juive de Paul Ferdonnet. Mais les Juifs ne se laissent pas faire, et avec beaucoup de Français qui ne sont pas juifs, ils vont lutter contre cet antisémitisme, notamment à partir de 1927, dans ce qui s'appelle d'abord la Ligue contre les pogroms, et qui ensuite s'appellera la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme, et qui par la suite deviendra la LICRA. Leur grande victoire, c'est d'avoir fait traduire Mein Kampf en français en 1934 pour que tous sachent ce qu'Hitler préparait, et aussi d'avoir obtenu ce qu'on appelle le décret-loi Marchandeau, c'est-à-dire la pénalisation de la parole raciste en 1939. Et puis, c'est l'effondrement. L'effondrement, évidemment, comme beaucoup de Français, les Juifs voient 1940 arriver avec un désespoir infini, et ils découvrent là que ce qu'ils avaient connu avant tout par des paroles et par des actes évidemment aussi, devient une politique d'État. Évidemment, je ne vais pas revenir en détail sur cette période maintenant, mais je voudrais juste rappeler deux choses. C'est que les statuts des Juifs, statut du 3 octobre 40, puis statut du 2 juin 1941, évidemment, scellent une politique qui provenait de l'extrême droite, c'est évident, mais il y a plusieurs traditions, il y a même des individus qui n'avaient jamais écrit une ligne antisémite jusqu'alors et qui vont se fondre avec un naturel déconcertant dans cette chasse à l'homme, dans cette mise au ban de toute une partie de la France. Donc bien sûr, il y a des maurassiens, mais il y a aussi d'autres traditions, des républicains qui vont entrer dans ce schéma terrible. Je signalerai aussi que la première loi, en vérité, la première loi appliquée, ce n'est pas le statut du 3 octobre, mais c'est l'abrogation du décret Crémieux, parce qu'en Algérie, certains milieux poussaient, certains milieux d'extrême droite notamment poussaient, mais pas que, pour que les Juifs ne soient plus des Français. Et donc, le 7 octobre 40, il y a l'abrogation du décret Crémieux, mais qui est publié au journal officiel avant la loi, le statut du 3 octobre 40. Et donc là, c'est aussi un symbole de l'époque. En 1941, un institut, sinistre mémoire, qui s'appelait l'Institut d'études des questions juives, qui avait été créé sous l'impulsion d'un des chefs de la section juive de la Gestapo, Théodore Dannecker, s'appelle, et vous voyez tout le lien avec ce que je disais auparavant, « L'émancipation des Juifs en France ». Le livre s'appelle comme ça en 1941. Et en fait, ce petit brûlot considère que 1940, c'est la contre-émancipation. C'est l'effacement d'une erreur qu'a commise la France, celle d'avoir donné aux Juifs leur égalité. Vous le savez, l'attitude aussi des Français non-juifs, de l'Église catholique, des protestants a été centrale, et il ne faut pas l'oublier, et 75 000 Juifs ont été déportés, dont 24 000 Français, et 11 000 enfants, et il y a aussi 4 200 à ce jour, un petit peu plus, justes Français, reconnus donc comme justes parmi les nations par l'État d'Israël. Et là, on entre dans la dernière période, celle de l'après-45,
Et je voudrais ici rappeler ce que disait l'historien Alain Corbin, qui disait qu'il faut aussi, quand on s'intéresse à l'histoire, essayer de retracer les sons, les bruits, les atmosphères. Et moi, ce qui me frappe quand je travaille soit sur l'avant-guerre, soit sur l'après-guerre, c'est le silence. Le silence qui prévaut, y compris le silence qui prévaut dans les synagogues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors des premiers offices des fêtes, notamment du Grand Pardon, de Yom Kippour, où on dit, c'est un témoignage que je rapporte très souvent parce qu'il me marque, on dit que l'on n'entendait même pas les prières, tant les sanglots des fidèles recouvraient la voix du chantre. C'est dire, et pourtant, les Juifs se sont reconstruits, ils ont retrouvé la voix, et ils ont retrouvé leur voix aussi en France. Le consistoire, vieux de 137 ans à cette époque, reprend aussi une action tournée vers l'avenir. Et même un rabbin qui était un rabbin israélite, comme on pourrait dire, le rabbin Julien Veil, disait « Revenez à votre foi, restez des Français, mais revenez à votre foi, parce que vous pouvez, après ce que vous avez vécu, montrer qu'on peut être encore amoureux de la France, malgré Vichy. Et il est faux de dire que la mémoire à cette époque, évidemment dans les familles c'était tout à fait exact, on ne parlait pas, mais la mémoire collective, la mémoire juive institutionnelle, elle existait, et très vite, notamment le grand rabbin Jacob Kaplan avait dit « Il y a peu de différence entre celui qui envoie les Juifs dans les fours crématoires et celui qui a livré à l'allemand les Juifs qui sont envoyés dans les fours crématoires. » Donc il y a ce travail de mémoire, un travail vers le lendemain aussi, avec ce qu'on a appelé un plan Marshall juif, c'est l'historienne Laura Hobson-Ford qui en a parlé. Il y a une aide considérable de la communauté juive américaine, une aide quand même de près de 27 millions de dollars pour que la communauté juive française se reconstitue des associations, retrouve le goût de vivre et peut-être l'espoir des lendemains. Ce qui n'empêche pas des mutations, parce que même Raymond Aron, qui passe pour l'archétype du juif assimilé. D'ailleurs, c'est la figure que Sartre a en tête dans les réflexions sur la question juive. Raymond Aron va dire que, dans une conférence au Bnei Brit en 1951, il va dire que quelque chose ne sera plus jamais pareil après les années de Vichy. Qu'il y a quelque chose qui s'est quand même cassé, que cela n'enlève pas l'amour de la France, mais qu'une certitude s'est cassée. Et finalement, il va y avoir dans les années 60 un renouveau identitaire lié à trois phénomènes. Tout d'abord, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Il y a quand même 200 000 Juifs d'Afrique du Nord qui arrivent entre 1950 et 1970 en France, dont 100 000 lors du seul été 1962. Par exemple, je donne le cas de Paris, 30 000 familles arrivent à Paris, 30 000 familles juives, 16 000 à Marseille. Prenons un exemple niçois, à Nice, 52% des Juifs sont nés de l'autre côté de la Méditerranée au début des années 1970. Donc des communautés sont complètement recréées, revigorées par l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord qui n'avaient pas ce rapport du tout israélite à la nation, puisqu'ils étaient considérés comme des Juifs. Et donc, ils se considéraient comme tels tout en étant français, mais ils n'avaient pas, si vous voulez, cette subtilité dans le rapport entre identité publique et identité privée. Le deuxième élément majeur, c'est évidemment la poussée du sionisme parmi les Juifs de France avec le tournant de 1967. Et troisième élément qui va faire basculer tout cela, c'est la persistance de l'antisémitisme, qui n'a pas disparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est simplement en silence. Vous savez, Bernanos avait dit Hitler a déshonoré l'antisémitisme. En gros, l'antisémitisme est délégitimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Regardez, 1950, à Paris, lors d'une manifestation, quelqu'un, donc dans la rue, dit « Ce n'est pas 25% des Juifs que l'on aurait dû passer au four crématoire, mais 100%. » J'en ai beaucoup d'autres comme cela, je les garde. Et donc il y a, vous savez, une série d'attentats dans les années 70 qui va mener à la loi de juillet 1972
qui n'est pas que, évidemment, dirigé contre l'antisémitisme, mais aussi, qui est aussi plus généralement lié à la parole raciste. Et là, on va avoir un antisémitisme qui commence à se diversifier et puis à reprendre beaucoup de terrain. La décennie 70, à mon avis, est cruciale si on veut comprendre cet antisémitisme. Et évidemment, c'est un antisémitisme à la fois traditionnel, un antisémitisme qui aussi, vous le savez, fonctionne avec l'antisionisme de plus en plus. Et puis, on a aussi donc, de nouvelles sources, que ce soit l'extrême droite, nouvelles sources, mais aussi l'extrême gauche. Et vous le savez, il va y avoir des attentats, notamment l'attentat devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980, qui n'est pas le premier élément violent. Il y a déjà eu des éléments, mais qui n'ont averti personne, sauf les Juifs qui n'ont pas été écoutés. Et vous connaissez tous la suite, le président Giscard d'Estaing n'interrompt pas sa partie de chasse en Alsace, et Raymond Barre aura cette phrase sur laquelle on n'a pas fini de gloser, sur, vous le savez, les Français innocents qui ont été tués alors que l'attentat visait des Juifs. Mais il y a quand même une émotion très importante qui fait que 200 000 personnes se rassemblent à Paris quelques jours plus tard au cri de « Nous sommes tous des Juifs français ». Mais là, on commence à s'inquiéter et on commence à se demander s'il y a toujours une place pour les Juifs dans un pays où il peut devenir dangereux d'aller prier, tout simplement. Il y a notamment un sociologue, Shmuel Trigano, qui est quelqu'un d'opposé à l'idée d'émancipation, mais qui écrit un livre qui s'appelle « La République et les Juifs » avec ce sous-titre « Après Copernic ». C'est pour vous dire l'importance de ce tournant. Et il dit, à ses yeux, l'antisémitisme, il y a un problème juif dans ce pays pour la première fois depuis la guerre. Donc je vous invite à vraiment réfléchir à ce tournant de 1980 sur fond de dégradation des relations entre les Juifs et l'État, État qui commence de plus en plus d'ailleurs à parler de communauté juive. Or, le terme de communauté ne devrait renvoyer qu'aux institutions communautaires et non pas aux Juifs, surtout dans le contexte français. 1980, donc Copernic, 1982, attentat contre le restaurant Joe Goldenberg, puis, vous le savez, mai 1990, profanation du carré juif du cimetière de Carpentras, tout cela commence à rappeler des souvenirs extrêmement douloureux. Et donc les Juifs commencent à se métamorphoser et même à vouloir exister en tant que tels. C'est notamment en 1973 qu'avait été fondé un comité juif d'action qui est devenu ensuite le Renouveau juif en 1979. Et donc la mémoire commence à se superposer dans les années 80 à ce que l'on vit d'extrêmement douloureux. La mémoire de la Shoah, la mémoire de Vichy, dont vous savez c'est la grande accélération dans les années 80, se superpose à ce que l'on vit. En fait, ce n'est pas une mémoire qui est coupée du présent, ce n'est pas une mémoire qui n'est que tournée vers le passé, c'est une mémoire qui montre que la haine n'est jamais terminée. Alors en 1985, vous le savez peut-être, c'est le CRIF qui est né au lendemain de la guerre pour justement renforcer la cohésion entre les Juifs, parce que les Juifs avaient été très divisés dans les années 30 et on voulait éviter cela. Eh bien, les Juifs vont, et donc le CRIF vont mettre en place le fameux dîner pour renouer le dialogue. Il ne faut jamais oublier que c'est cela. Le président Théoclin va renouer le dialogue avec le monde politique à un moment où on cesse de se parler. Et là, nous arrivons aux années 90. Les années 90 qui sont à la fois celles, je dirais, de l'apurement des contes de Vichy, comme dit Annette Vivorka, mais aussi de grands malentendus. Le 16 juillet 1992, peut-être avez-vous ces images encore en tête, lorsque François Mitterrand, le président Mitterrand, arrive à la commémoration pour la rafle du Veldiv, il est accueilli au cri de Mitterrand à Vichy, ce qui va susciter la colère mémorable de Robert Badinter. Mais c'est une année, 92, où il fleurit encore la tombe du maréchal Pétain, et c'est là que Serge Klarsfeld, que l'UEJF vont intervenir pour que cela cesse. Le président va quand même instaurer la journée nationale commémorative
des persécutions racistes et antisémites, le 16 juillet donc, et inauguré, vous le savez, la maison d'Isieux, mais la publication du livre Une jeunesse française va là encore créer de la distance. Et c'est Jacques Chirac, en 1995, qui va prononcer le discours que vous connaissez sur la folie criminelle de l'occupant nazi qui a été secondé par des Français. Tout le monde d'ailleurs n'est pas d'accord avec ce discours qui revient à faire acte de repentance. N'oublions pas aussi les débats qu'il a pu y avoir. Mais les Juifs commencent à rentrer de nouveau dans une période d'apaisement, mais un sondage Ipsos de février 1995 rapporte que 60% des Français considèrent qu'un Français juif se rapproche plus d'un Juif étranger que d'un Français non juif. Face à cela, je ne sais pas s'il y a un lien direct de cause à effet, mais il va y avoir, dans le contexte général, vous savez, de retour des identités, dans les années 80, pas que juives, il va y avoir une espèce, non pas de repli, mais de retour à soi, qui dans certains cas pourrait être un repli, notamment chez les jeunes générations des enfants des rapatriés ou des juifs venus d'Afrique du Nord et dans le sillage du mouvement Lubavitch, issu donc du chassidisme au XVIIIe siècle, qui est à l'origine un courant mystique et qui est arrivé avec les vagues migratoires russes en Europe, où on va avoir là un phénomène unique, bien étudié par les historiens, c'est-à-dire que vous allez avoir de jeunes séfarades qui vont entrer dans un rituel, dans une manière de voir et dans une manière de vivre le judaïsme qui est ashkénaze. L'historienne Laurence Potzelver dit que c'est un phénomène social sans précédent, que celui de l'adoption d'une tradition ashkénaze par des juifs issus des rives de la Méditerranée et qui ne peut se comprendre que dans la mise en relation avec un passé proche. En 1975, il n'y avait que 44 écoles juives en France. Il y en aura en 1986 le double. Et dans les années 90, 10% des enfants juifs scolarisables seront scolarisés dans des écoles juives. Et c'est donc la grande question que l'on se pose, comment faut-il agir face à ce nouveau monde, à cette nouvelle France, cette France des identités? Et vous savez que la position des Juifs, d'ailleurs, face à la laïcité, n'est pas la position ferme que l'on pourrait croire. On va demander ce qu'on appelle au Québec des accommodements raisonnables, en disant que justement, si on veut vivre pleinement son judaïsme et son appartenance de Français, eh bien, il peut y avoir aussi de la part de l'État, à la marge, certains accommodements. Et ça a été d'ailleurs l'objet de la campagne pour le poste de grand rabbin de France en 1994 entre Joseph Citruc et Gilles Bernheim. Quelle laïcité on souhaite? Donc on commence à s'interroger sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut devenir, sur le rapport à Israël. Et l'historienne Annick Riegel va dire en 1979 « Le juif d'aujourd'hui a quelques difficultés à se situer ». Les Juifs sont là, mais ils ne savent plus très bien ce qu'ils sont. Ils sont pris entre divers courants. Ils ont l'espoir, évidemment, de rester en France, mais ils sentent que leur position s'affaiblit. Et on arrive ici à la grande période, pour moi, dans laquelle nous sommes encore des années 2000, et c'est sur cela que je vais conclure, puisque l'on passe quand même de quelques dizaines d'actes antisémites en 1999 à plusieurs centaines, puis plusieurs milliers. Vous savez, à l'époque de la deuxième intifada, les Juifs sont pris quotidiennement pour cible. L'antisionisme radical devient un vecteur privilégié aussi de cet antisémitisme. Et puis, donc, les questions émergent. Que faire? Où aller? Et il y a des périodes, certes, de basse eau, mais qui restent quand même beaucoup plus élevées que ce qu'on a connu auparavant. À chaque période, les Juifs sont pris pour cible. Même pendant le Covid, on a rappelé, en raison de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, que l'image y est un peu ancien des Juifs qui empoisonnaient les populations. Puis ce furent Ilan Halimi, Mireille Knoll, Toulouse, l'hypercacher, Sarah Halimi, et tout cela
vous le comprenez, va poser la question, faut-il partir, faut-il rester? Entre 1948 et 2012, 85 000 Juifs de France sont partis, ont fait leur alia vers Israël, et il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne sont pas partis vers Israël, mais vers d'autres destinations, et on ne sait pas combien ils sont. Le doute s'installe, les chiffres de l'antisémitisme explosent, et les incertitudes demeurent. Alors, à mon sens, elles séparent la communauté en plusieurs groupes, ceux qui veulent partir, mais qui ne sont pas si nombreux sur le plan des chiffres, enfin en tout cas ceux qui finissent par partir. La grande dichotomie, c'est qu'il y a ceux qui partent, mais beaucoup y pensent, et ça, c'est déjà, je crois, un échec collectif, sauf pour ceux dont c'est un objectif. Mais ceux qui partent, évidemment, pour fuir, je crois que cela doit nous faire réfléchir. Donc, il y a ceux qui veulent partir et qui partent, ou qui veulent partir et qui ne partent pas. Il y a ceux qui demeurent, finalement, des Israélites qui pensent qu'ils n'ont pas d'autres pays que la France où aller et qui restent ici avec un amour de ce pays, mais avec une inquiétude tout à fait importante. Et puis, il y a aussi ceux qui restent ici, mais qui réinvestissent à fond leur identité juive, qui vont considérer que, finalement, le pacte républicain n'est plus tout à fait d'actualité et qu'il faut se préparer à un cataclysme. Et c'est terrible que de vivre dans un pays et de penser qu'on ne pourra pas, pour certains, y rester. Selon les chiffres du FSJU, aujourd'hui, seuls 30% des enfants juifs seraient inscrits à l'école publique. 30%. Donc il y a des tendances, et justement de ce panorama dans lequel j'ai plus insisté sur les premières périodes les moins connues que sur les récentes que nous connaissons et que nous avons vécues, je me dirais en conclusion, finalement, comment mêler tout ça, comment tresser tout cela, comment supporter déjà beaucoup de choses que j'ai évoquées. Incontestablement, c'est une histoire brillante et aussi douloureuse. Peut-être que pour les Juifs, il y a une clé qui réside dans leur rapport au temps, comme je le disais dans l'introduction, parce qu'il y a cette attente messianique. Et l'attente messianique, même pour ceux évidemment qui sont éloignés parfois de la religion, fait que l'on supporte le présent parce qu'on considère qu'il y a un avenir meilleur et qu'il y aura une délivrance finale. J'aimerais dire en tant qu'historien, parce qu'il ne m'appartient pas de commenter des textes religieux, qu'il puisse y avoir le même type de principe qui s'applique à la condition juive en France aujourd'hui, c'est-à-dire celle selon laquelle bien beaucoup traversent l'adversité en se disant qu'il faut être patient et que l'avenir peut-être, et je l'espère, nous réserve quelque chose de meilleur, quelque chose qu'il revient à tous d'écrire collectivement, en se rappelant, comme le disait le grand politologue et intellectuel Raphaël Drahi, que l'identité juive est aussi une identité humaine, et je rajouterai qu'elle est aussi une identité française. Je vous remercie.